Alors, on va passer à la lettre L. Le masculin, les larmes et l'animus. Le jeu des opposés sexués ou genrés n'a jamais été aussi obscur que dans l'actualité moderne. L'éducation très rigide a laissé place à une éducation positive qui pourrait à son tour laisser place à on ne sait quoi. Quelque chose se cherche dans la parentalité, mais avant tout dans l'identité des genres. Mes jeunes passions sont perdues. Tes jeunes passions ou tes jeunes patients? Passions. Mes jeunes passions me semblent perdues. Qu'est-ce qu'être une femme ou qu'est-ce qu'être un homme? Oui, c'est sidérant qu'on puisse se poser la question. Ça dit bien qu'il y a une perte en ligne, il y a quelque chose qui n'a pas été transmis et que... Qu'est-ce qu'être une mère ou un père également? Oui. Les réponses aujourd'hui Ça signifie aussi que l'emprise du collectif est puissante. Le délire de la rumeur est puissant. Les réponses aujourd'hui, quand il y en a, sont soit de beaux programmes idéalisés, soit des normes nouvelles qui prennent un contre-pied de ce qui précédait. Ne sont-elles pas un leurre des tentatives de passage en force qui tentent de court-circuiter le problème de l'altérité? La réponse est dans la question. Alors, le paradoxe, c'est que ce sont les mêmes éducatrices, ou leurs filles, ou leurs petites filles, qui, à l'heure actuelle, ont colonisé les territoires de la psychologie et du développement personnel, qui autrefois moquaient la faiblesse des petits mâles en herbe, qu'il fallait bien éduquer pour qu'ils aillent se faire trouer la peau, et qui savent aujourd'hui leur reprocher de n'être que ce qu'ils sont, et s'y entendent pour pointer l'indigence de ces étranges créatures de sexe masculin, dont les handicaps en termes d'intelligence émotionnelle, c'est à le grand jour. On pourrait se demander, devant la lacrité de leurs analyses et la pugnacité dont elles témoignent, pour dénoncer les écarts ou pour répondre aux approximations des hommes, si une mesure très généreuse d'animus vengeur ne se glisse pas dans leur cocktail émotionnel. Animus qui autrefois maniait la dérision, faute de mieux. Ah, que les hommes sont bêtes, c'est une chanson du temps de mon arrière-grand-mère. S'est enhardi en imposant de nos jours de nouvelles normes qui concernent la façon dont les hommes pourraient être sensibles, s'ouvrir au féminin, etc. Bref, il y a le risque que l'animus régente la différenciation de l'anima des hommes. Cela n'est pas dit pour douter de la grande importance de l'esprit féminin. La subtilité et la délicatesse de certaines femmes sont clairement propices à l'éveil de beaucoup d'hommes hors de leur grossièreté primitive. On devrait néanmoins tenir compte de l'importance de la réciprocité dans le jeu des influences, ce qui nous semble, n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Il semblerait que de trop nombreux hommes sous influence abandonnent volontiers les qualités de leur genre en prenant beaucoup trop au sérieux les avis de leurs compagnes. Donc, il est important que chacun se positionne bien pour ne pas être victime du désir de l'autre. Et c'est vrai dans les deux sens, c'est pas vrai seulement pour les femmes. Les femmes aimeraient, semble-t-il, que les hommes sortent des caricatures et se déverrouillent. Pourrais-tu nous parler de cette gêne masculine des larmes et d'une dysphorie de la puissance émotionnelle? Oui, bon, le choix du terme est pertinent, hein, dysphorie, sensation de mal-être, mélange de tristesse et d'anxiété peut venir
du fait qu'on ne pleure pas assez ou qu'on retient ses larmes. L'anima d'un homme peut être verrouillé, il n'ose pas reconnaître sa fragilité ou exprimer une sensibilité qui est pourtant bien présente au fond de lui. Donc il va se défendre trop contre elle pour correspondre à un stéréotype. Ce stéréotype, on le sait, a de bonnes racines dans l'éducation. Ma génération, on a été élevé à l'école d'une dérision sournoise. Les femmes se moquaient de nous, nos éducatrices, quand on pleurait. Pas les hommes, les femmes aussi. Bon, donc voilà, il fallait revenir de tout ça. Mais revenons. Donc, faisons ce constat affligeant qui touche au rapport conscient des hommes avec leurs émotions et avec leur émotivité, ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait la même chose. L'émotivité pourrait indiquer, même si ce n'est pas toujours le cas, que le rapport aux émotions n'est pas accepté. Donc du coup, ça dépend. La question c'est, est-ce que les hommes aujourd'hui doivent apprendre à jeter aux orties les restrictions courantes et les vieilles redingotes diplomatiques et la persona qui fait qu'un homme contient ses émotions? Est-ce que la retenue est une question d'image seulement? Est-ce que se contenir correspond mieux à la nature masculine? Est-ce qu'un homme doit désormais moins se contenir? Bon, tout ça, ce sont des questions. Je ne trancherai pas systématiquement, je ne répondrai pas à toutes ces questions de manière définitive. Comme d'habitude, ça dépend des circonstances. Il ne faut pas imposer de nouveaux modèles, voilà, qui prennent le contre-pied des modèles anciens. Je reçois aujourd'hui beaucoup d'hommes, jeunes surtout, qui semblent manquer de corps ou qui vont le sacrifier dans une dépendance, d'autres qui s'interrogent sur la parentalité et le partage des tâches. Oui, on entend beaucoup évoquer le patriarcat ces temps-ci, ses excès, ses méfaits, etc., etc. On devrait aussi parler de la mise en coupe réglée de ceux qui ne suivent plus ces modèles anciens et qui ont peur de leur correspondre. De mon côté, j'ai reçu de jeunes patients hommes dont la colère d'être le jouet ou la cible d'analyse très dogmatique était réelle. Il y a une histoire absolument stupide que j'aime beaucoup. Elle définit le principe de l'hérédité pour un homme. Si votre grand-père n'a pas eu de fils, et si votre père n'en a pas eu non plus, il y a fort peu de chances pour que vous en ayez un. Bon, c'est à chacun de trouver le juste milieu entre l'affirmation et l'adaptation et de faire la part des choses. Encore faut-il avoir un minimum de référence et ne pas gober tout cru celle de l'autre. Comme d'habitude, je poserai la question, notamment pour la parentalité, pour le partage des tâches. Que disent les rêves? Et j'aiderai mon patient à analyser la situation en tenant compte des indications qu'ils contiennent. Cela dit, en ce qui concerne le partage des tâches, la division du travail relève du bon sens, du respect de l'autre et d'une politesse élémentaire. Il n'est pas nécessaire de s'étendre. Les discussions triviales sur les charges matérielles et financières dans un couple sont des figures imposées inévitables. Mettre les choses sur la table, objectivement, ne doit pas être esquivé pour de mauvaises raisons. La délicatesse peut masquer un manque de détermination ou un refus de s'affirmer, une anima mollassonne ou un animus peu différencié.
Pour la parentalité, c'est plus compliqué. Je ne me sens pas compétent pour parler des aptitudes naturelles de l'un et de l'autre dans les soins à prodiguer aux très jeunes enfants. Mais plus généralement, dans le domaine de l'éducation, il serait souhaitable de ne pas perdre de vue la nécessité de poser des limites pour compléter le maternage qui semble pouvoir être assumé tant par l'homme que par la femme. Mais je crois que poser des limites, c'est davantage le rôle des hommes. Ça correspond davantage à leur qualité. Je crois. Et sacrifier à l'enfant roi mènera à la tyrannie, comme Platon nous en a autrefois prévenu. Équilibrer la pression du collectif et les multiples sollicitations des canaux d'information, des réseaux dits sociaux, par une culture différente à l'intérieur de la famille, va demander beaucoup de détermination, mais me paraît être une urgence. S'affranchir de la massification. Les réseaux sociaux sont un instrument de massification et de lobotomisation du cerveau.